Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément de cette série consacrée au monde de la culture et série à travers laquelle nous essayons de faire connaître des artisans du monde culturel, des acteurs du monde culturel qui nous expliquent comment ils voient midi à leur porte plutôt que de nous lancer dans une vaste opération sociologique qui elle-même a bien évidemment son intérêt. D'ailleurs, n'avons-nous pas rendu compte des études menées par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles. Aujourd'hui, cette série nous donne l'occasion de rencontrer Marie-Cécile Zinsou. Marie-Cécile Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation Zinsou, qui est active au Bénin. Vous êtes vous-même en partie béninoise et en partie française, et vous avez vécu dans différents endroits du monde. Comment s'est fait un lien si particulier et si puissant avec le Bénin pour que vous décidiez de vous consacrer à cette fondation qui y agit? Alors écoutez, c'est très simple, comme toutes les personnes qui ont plusieurs cultures, voilà, elles m'intéressaient toutes au même niveau. Mais la différence entre la France et le Bénin, dans mon cas, c'est que j'avais vécu en France très longtemps et je n'avais jamais pu aller au Bénin, puisque je suis née pendant la révolution marxiste-léniniste et que le pays nous était totalement interdit pour des raisons politiques liées à la carrière de mon grand-oncle. Donc du coup, j'avais Les vécu dans un présidents du Bénin. qui était président du Bénin, pardon, oui. Et du coup, j'ai vécu dans un Bénin qui était assez rêvé, qui était assez imaginé. Et donc, un jour, j'ai eu envie de rentrer chez moi. Et donc, j'ai pris l'avion en 2003 et je suis retournée au Bénin. Je dis retourner même sans jamais y être allée, mais parce que ça faisait partie de moi. Et voilà, je suis arrivée, j'étais directement à la maison et je me suis dit, peut-être que je peux faire des choses ici. Et donc, j'ai commencé à en faire assez rapidement après mon arrivée. Oui, vous n'avez pas perdu de temps puisque la fondation dont vous êtes la présidente a été ouverte en juin 2005 à Cotonou. Euh, et cette fondation, donc, elle a plusieurs objectifs. Elle a essentiellement un objectif qui concerne l'art et l'art contemporain, mais elle a des activités à caractère social ou à caractère médical. Alors, en fait, la fondation, elle a vraiment 2 objectifs, principaux, depuis le début. L'idée, c'était d'ouvrir un lieu qui permettait de comprendre la création contemporaine du continent, mais sur le continent. C'est-à-dire plutôt que d'aller, au Centre Pompidou ou, au Mori Museum, à Tokyo, l'idée, c'était de pouvoir voir des artistes, du continent à Cotonou, en attendant de pouvoir en voir à Abidjan ou à Douala ou à Dakar. Donc ça, c'était le tout premier objectif. Le second étant de partager cette création avec un maximum de gens. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivée au Bénin, c'est qu'il y avait très peu de structures muséales, généralement des structures assez croulantes héritées de la colonisation, et il n'y avait aucun lieu où on pouvait voir la création contemporaine. Or, il m'a toujours semblé que pour arriver à nous développer, pour arriver à définir notre avenir commun, il fallait qu'on sache d'où l'on vienne, il fallait qu'on sache qui on était. Et je pense que c'est quand même par l'art qu'on arrive le mieux à le définir. Je me suis posé la question sur la façon dont j'avais fait en France pour me sentir française, et je crois que c'était quand même énormément lié à la possibilité de la culture qui était partout, tout le temps, qui était gratuite, qui était offerte, en fait. Et je me suis dit, voilà, si on peut essayer de faire un lieu comme ça au Bénin, qui permet à tous de venir, de rentrer gratuitement et de comprendre le monde qui l'entoure, comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. Je crois que c'était vraiment ça l'idée. Donc, premier objectif, la création contemporaine enfin montrée sur le continent. Deuxième objectif, un partage avec le maximum de personnes possible. La création contemporaine, ça s'est traduit par la première exposition que vous avez faite en juin 2005, qui était une exposition de Romuald Azoumé. J'aimerais que que vous disiez un mot de cette œuvre, de cet homme qui est à la fois sculpteur, photographe, hein, qui touche à peu près à tous les arts, mais qui n'est pas un pur esthète, loin s'en faut, me semble-t-il même.
Alors, Romuald Azoulay, c'était quelqu'un que j'avais déjà vu à Düsseldorf. J'étais allée le voir à la Kunsthalle et j'avais vu son travail à Beaubourg, hein, comme les nombreuses personnes qui ont vu l'exposition Africa Remix. Donc c'est quelqu'un voilà, qu'on pouvait voir aussi à Londres à l'époque. Enfin, on pouvait le voir un peu partout en Europe et je le cherchais parce qu'il me semblait que c'était l'artiste béninois le plus important de sa génération. Et donc je voulais le montrer lui en premier parce que je voulais raconter qu'on allait parler d'une création contemporaine de tout le continent. Mais je voulais aussi qu'on parle aux gens directement et qu'on leur montre un artiste qui venait de chez eux. Ça me semblait une première approche importante de pouvoir dire, voilà, on est tout nouveau dans votre paysage, mais on vous apporte quelque chose qui en fait est très proche de ce que vous connaissez et de vos racines. Donc c'était très important pour moi de commencer avec Romuald Azoulay. Romuald Azoulay, c'est un artiste qui, à l'époque, en 2005, n'avait pas encore gagné le Grand Prix de la Documenta de Kassel, n'avait pas encore fait l'exposition d'inauguration du musée du Quai Branly qui a eu lieu un an plus tard. Il n'avait pas encore été tout ce qu'il est devenu ces dernières années. Mais c'était déjà un artiste tout à fait majeur. C'est un artiste que certains d'entre vous auront pu découvrir dans différentes expositions, qui travaille beaucoup à partir des bidons d'essence, parce que c'est un sujet qui est très important au Bénin, qui est le trafic d'essence frelatée qui vient du Nigeria, l'essence paillot. Et ces bidons, en fait, font partie de notre quotidien, puisque c'est les bidons qui servent au trafic, c'est les bidons qu'on voit absolument partout, sur les routes, et qui permettent aux gens d'avoir des stations essence frelatées. Et donc, en fait, c'est des objets du quotidien chez nous. Et lui, il les transforme en masques souvent et en installations gigantesques qui généralement évoquent les questions d'esclavage. Et il a notamment fait une pièce exceptionnelle qui s'appelle La Bouche du Roi et qui prend la forme d'un bateau négrier. Et chaque bidon représente une personne déportée. Et à l'arrière de ce bateau, on peut lire tous les noms Yoruba des personnes qui ont été déportées dans notre région. Voilà, donc c'est des pièces extrêmement puissantes. Cette pièce-là, elle est au British Museum. C'est une pièce importante. Et il me semblait essentiel de montrer les œuvres de Romuald avant qu'elles partent dans le monde entier, ce qui est la logique aujourd'hui d'une œuvre d'art. C'est logique qu'elle soit vue partout dans le monde, mais il me semblait que c'était important qu'elle soit vue là où elle a été créée et que ce soit un élément de construction de l'identité des petits Béninois. Et comment a été accueillie cette exposition? Je veux dire, quel est le public que vous avez attiré pour cette première exposition? Alors, le premier jour, personne. Comme ça a été rapide. Et le deuxième jour, un enfant qui venait de l'école d'à côté et qui a passé la porte et qui a pensé qu'il n'y avait rien et qui est reparti. Heureusement, on l'a retenu. Et là-dessus, on lui a montré les tableaux, les photographies, mais en fait, il n'avait pas pensé à regarder au mur. Il avait juste regardé à l'intérieur de l'espace qui lui paraissait vide. Et alors, apparemment, il faut croire qu'il s'est bien amusé parce qu'ils sont revenus à 5-6 le lendemain et puis à 700 le surlendemain. Donc, en fait, c'est là qu'on a assez vite compris qu'on avait réussi à toucher notre cible d'emblée et que notre cible serait bien les enfants jeunes, souvent scolarisés, mais aussi ceux qui n'ont pas la chance d'être scolarisés, parce que c'est aussi un public qu'on touche. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. C'est avec des tout jeunes enfants. Et après quelques années seulement, on a fini par convaincre leurs parents de venir aussi. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être expliquer les millions de visiteurs qui sont venus nous voir dans les 16 dernières années. Oui, on peut peut-être aussi s'arrêter sur la jeunesse de la population béninoise et sur le fait que vous avez développé pas mal de programmes en direction des enfants. Oui, ça nous a toujours semblé essentiel parce qu'en fait, le Bénin est un pays où l'âge médian doit se situer aux alentours de 17 ans. Donc, c'était évidemment, et c'était d'ailleurs un des fondements de notre projet, c'était comment on peut parler à tous ces jeunes gens. Et la première fois que moi, j'ai enseigné un peu d'histoire de l'art quand j'étais plus jeune, en 2003, en arrivant au Bénin, dans une école, j'avais pas tellement de livres à disposition pour enseigner l'histoire de l'art. Heureusement que ma mère m'a envoyé des posters qu'elle était allée acheter au musée du Louvre et au musée d'Orsay pour que je puisse montrer des choses parce que j'avais pas tellement d'éléments à ma disposition. À l'époque, Internet, on était quand même assez balbutiement, donc j'avais un ordinateur et un CD-ROM de préfiguration des collections du musée du Quai Branly, donc c'était un peu light. Et voilà, c'était
à partir de cette expérience que je m'étais demandé comment les enfants pouvaient se construire une identité s'ils n'avaient pas accès à, voilà, à leur culture, à des éléments de base, il me semblait, de ce qu'on peut attendre quand on est écolier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a toujours visé les enfants et que ça a toujours été un des sujets. Et en plus, en ce qui concerne la création contemporaine, c'est beaucoup plus dur d'aller voir des adultes parce que c'est des codes qu'il faut comprendre et les enfants posent des questions quand ils ne comprennent pas, alors que les adultes sont beaucoup plus frileux. Donc ça, je crois que c'est un peu universel, c'est pas uniquement lié au Bénin. Mais du coup, faire accepter à des adultes un nouveau concept, le musée, chose à laquelle ils n'ont pas vraiment accès, puisque Cotonou, la capitale du Bénin, où vivent quand même plus ou moins 2 millions d'habitants, n'est pas équipée de musée. Il n'y a aucun musée national, il n'y avait pas de musée privé à l'époque. Donc, il fallait faire accepter le concept du musée, ensuite faire accepter la création contemporaine. On pensait que c'était plus souple de le faire avec des petits. Et puis, en travaillant pour les enfants, en fait, l'avantage, c'est que vous répondez aux questions des adultes. Mais ça ne les oblige pas à ce qu'ils pensent être une humiliation, c'est-à-dire de poser la question et de dire « je ne sais pas ». Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a toujours conçu nos expositions en se disant que vont nous demander les enfants. Et en fait, ça répondra aussi aux questions des parents. Depuis 2005 et depuis la fondation de la fondation, si je puis dire, depuis l'inauguration de la fondation, vous avez organisé combien d'expositions à peu près? Je ne sais plus exactement, je dirais autour de 34. Je pense qu'on doit être à la 34e ou 35e exposition. Vous pouvez parler de celles qui vous ont le plus frappé, soit parce qu'elles ont correspondu à ce que vous souhaitiez, soit parce qu'elles vous ont conduit vers des résultats ou des situations auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors écoutez, les expositions qui m'ont marquée, j'ai envie de dire toutes, parce que pour moi, c'était un défi systématique. Alors, je pense que c'est moins un défi, en fait, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, c'est moins un défi à 22 ans, parce que je pense qu'on est moins conscient des risques, et donc tout paraît beaucoup plus simple. Donc, il y a eu des expositions. La dernière qu'on fait, celle avec un artiste français qui est en train de devenir franco-béninois, Jérémy Demester, et une exposition absolument fascinante parce que la façon dont cet artiste s'est impliqué à partir d'une résidence qu'il avait faite en 2015 à la Fondation, la façon dont il s'est impliqué au Bénin, d'ailleurs en décidant d'habiter une partie de l'année là-bas, en apprenant le fond, en essayant de comprendre les codes liés au vaudou, en essayant de voir dans sa propre histoire d'origine tzigane comment ces codes à lui étaient modifiés, transformés ou similaires à ceux de l'histoire du vaudou à Ouida. C'est un travail absolument fantastique et c'est un travail de couleur formidable. Ça, c'est une exposition qui nous fait revivre en ce moment parce qu'elle est ouverte, contrairement à la plupart des expositions dans le monde. Et c'est un travail qu'on voulait faire depuis longtemps avec un jeune artiste qui est sorti des Beaux-Arts il y a 5 ans. Donc, ça, c'est très, très enthousiasmant et c'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin. Mais après, il y a des expositions comme celle de Basquiat, par exemple. C'est inimaginable un jour de recevoir un coup de fil d'Enrico Navarra, un collectionneur et galeriste français, qui vous dit « mais c'est absurde de ne pas montrer Basquiat en Afrique ». Et vous, ça fait quand même 4 ans que vous faites ce métier, 3 ans que vous faites ce métier, et vous dites bah, « bien sûr que c'est absurde, il faudrait tout pouvoir montrer en Afrique, mais personne ne veut montrer les choses et personne ne veut prêter, les gens ont peur ». Et lui vous dit bah, « alors dans ce cas-là, moi je vous en envoie 64, comme ça on voit un peu la réaction du public ». Et là, vous faites pour la première fois une exposition de Basquiat sur le continent africain. Et ça parle aux gens de façon sidérante parce que Basquiat, il est d'origine haïtienne et les Haïtiens, ils sont d'origine béninoise. Donc, en fait, même si Basquiat pourrait sembler un peu loin de nous, en fait, il est extrêmement proche. Et donc, les enfants accèdent pour la première fois à Basquiat, mais les artistes aussi accèdent pour la première fois à Basquiat. Et ça fait une révolution dans le monde de l'art béninois. Donc ça, c'est une exposition marquante. Mais je vous dis, après, voilà, l'État français qui décide de vous envoyer les collections dahoméennes qui ont été pillées au 19e siècle, c'est très fort. Enfin, il y a plein d'expositions. La première exposition conceptuelle qu'on a faite avec Joël Andriano Mearisoa, qui est un artiste majeur franco-malgache, qui était une exposition ultra conceptuelle, ce qui nous inquiétait un peu parce qu'on se disait c'est la première fois qu'on va présenter ce type de création à notre public. Et là, vous voyez les gens qui se
passionne pour le sujet. Vous voyez que tout à coup, on a des jeunes gens qui débarquent, qui arrivent avec leurs réseaux sociaux, qui commencent à mettre l'exposition partout sur Instagram, sur Facebook, et donc du coup, qui font venir tous leurs amis en disant, vous allez voir, c'est extraordinaire. De temps en temps, il y a des œuvres, de temps en temps, il n'y a pas d'œuvres, mais en fait, on suit le fil d'une histoire, on suit le fil d'un voyage. Et là, tout le monde arrive et les enfants de 4 ans viennent avec leur professeur de maternelle après avoir fait un cours sur qu'est-ce que l'art conceptuel à partir de 4 ans. Enfin, vous voyez, ça crée des moments un peu magiques, en fait, de faire des expositions au fur et à mesure des années. Comment est-ce qu'au fur et à mesure des années ont évolué à l'égard de la Fondation et de ses expositions l'attitude des mécènes et l'attitude des collectionneurs? Parce que là, vous avez donné l'exemple d'un collectionneur exceptionnel qui tout à coup vous envoie 64 Basquiat, mais j'imagine dans le monde des collectionneurs d'art contemporain, qui n'est pas un monde si peuplé que ça, j'imagine que cette démarche a été très vite connue et je me demande quelles conséquences elle a pu avoir. Alors, ça reste assez unique. Quelqu'un qui vous envoie 64 Basquiat et après, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il a voulu nous remercier parce qu'il avait été bouleversé par l'exposition. Alors, vous pourriez penser que c'était nous qui étions dans la position du remerciement, mais lui a pensé que c'était lui qui devait nous remercier et il nous a dit, écoutez, Basquiat ayant bien marché, est-ce que je peux vous prêter ma collection de Kissaring? Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une exposition des masques de Kissaring qui finalement ont été inspirés de l'Afrique mais n'ont jamais été vus là-bas? Donc, on pourrait présenter quelques masques et quelques œuvres inspirées de l'Afrique et puis des œuvres plus classiques pour que les gens voient l'étendue de son travail. Et là, tout à coup, vous vous retrouvez avec une exposition qui s'arrête quelques années plus tard, 8 ans plus tard. Et donc, en fait, pour être tout à fait honnête, cette démarche-là, elle est assez unique. C'est très rare les gens qui collectionnent et qui, malgré le fait que leurs assurances sont totalement hostiles au projet, hein, les assurances sont toujours vent debout contre un projet d'exposition au Bénin, se disent bah, tant pis, c'est pas grave, on va y aller quand même, et puis il faut que l'art soit vu. Donc ça reste assez unique dans son genre, les gens qui vous font ce genre de surprise. Les mécènes, par contre, évidemment, ça leur a parlé parce qu'en fait, ça fait 16 ans aussi, ça fait 16 ans qu'on travaille, ça fait 16 ans qu'on est sur le terrain, qu'on montre voilà, comment on fait les choses avec nos moyens personnels, renforcer des moyens des autres. Et donc les mécènes, je crois qu'ils sont assez confiants dans ce qu'on fait, que ce soit des entreprises ou que ce soit des personnes, parce qu'ils ont vu que voilà, on maintenait le programme, que c'était pas un coup dans l'eau. Et souvent, on parle des projets qui sont financés par l'Union européenne ou par les grands bailleurs de fonds qui ont tendance à se créer un peu à l'occasion d'un financement. Nous, je pense qu'après 16 ans, on a montré que c'était un peu plus ancré que ça. Mais donc aujourd'hui, on est évidemment toujours à la recherche de mécènes, surtout après cette année qui a été un peu complexe. On a dû fermer l'année dernière, en 2020, comme beaucoup de musées. Et donc forcément, pour les entreprises, on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à trouver des mécènes d'entreprise. Donc on va faire plus appel aux dons des particuliers. L'avantage d'être en Afrique, c'est qu'on a un budget qui est beaucoup moins important. Enfin, c'est l'avantage d'être surtout au Bénin précisément, parce que dans d'autres pays, ce ne serait pas vrai. Mais on a des budgets qui sont moins importants parce qu'on a un niveau de développement qui est moins élevé. Et donc, du coup, on peut faire fonctionner l'intégralité de notre musée, de notre programme de résidence et de notre programme d'édition avec 300 000 euros par an. Donc, c'est des objectifs qui sont un petit peu plus simples à atteindre et qui permettent de changer la donne de façon assez sérieuse quand on arrive à trouver des nouveaux mécènes. Donc aujourd'hui, c'est un peu un de nos sujets clés. On a parlé de deux gestes exceptionnels, celui qui a concerné Basquiat et celui qui a concerné Kissaring, mais quels obstacles rencontrez-vous? Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Quel type d'obstacles? Je veux dire aussi bien les obstacles pour la conception des expositions que pour leur réalisation. Est-ce qu'il vous manque des gens? Est-ce qu'il vous manque comment dire, des chaînes de soutien aussi bien au Bénin que hors du Bénin? Alors, je dois bien vous avouer que les obstacles, quand je vous demande lesquels, c'est parce que je ne sais pas, en fait, c'est pas quelque chose que je retiens du tout et c'est jamais quelque chose que je prends en considération. Je vous dis ça parce qu'en 2005, quand j'ai décidé avec ma famille d'ouvrir la fondation, vous vous doutez bien que quelqu'un qui a 21 ans, qui n'a jamais travaillé dans un musée, dont les parents ne travaillent pas dans un musée, qui n'a aucune sorte de connexion directe, évidente avec un musée, et puis surtout qui n'a pas l'âge, qui n'a pas les études pour,
vous vous doutez bien que ça ne fait pas bondir de joie tous les gens que vous rencontrez. Donc, entre les personnes qui ne vous trouvent pas légitimes déjà en général et les personnes qui trouvent votre projet totalement stupide, puisque d'ailleurs il n'y a aucun musée d'art contemporain en Afrique, ce qui prouve bien l'inutilité absolue de votre idée de départ. Si j'avais dû réfléchir aux obstacles à la fondation, j'aurais jamais fait la fondation. Donc en fait, des obstacles, il n'y en a pas. Ça, c'est l'avantage aussi d'être dans un pays comme le Bénin, avec une équipe qui est hors norme. Hors norme parce que personne n'est formé pour ça. Il n'y a d'ailleurs pas d'études, en fait. Il n'y a pas d'études pour être conservateur de musée dans le cursus universitaire béninois. Il n'y a pas d'études pour être guide de musée. On n'a pas tout ça. Donc, on est obligé de compter principalement sur nous et sur notre propre motivation. Et on est capable de tout faire. C'est-à-dire que même quand on se dit, bon, on a un musée qui fait 1000 mètres carrés, mais il nous faudrait 1200 mètres carrés, on a des équipes qui vont commencer à pousser les murs. Rien ne nous arrête. Donc, je pense qu'en fait, les obstacles, en vrai, je ne crois pas qu'il y en ait. Je crois qu'il n'y a jamais d'obstacle quand on a décidé de faire les choses. Par contre, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver les gens qui vous accompagnent, il faut trouver des entreprises qui peuvent croire en vous, il faut trouver les mécènes qui tout à coup se disent mais allez, on y va et on fait ce projet ensemble. Et voilà, il faut juste trouver les personnes avec qui on a envie de faire les choses. Mais les obstacles, voilà, on les dépasse et il n'y en a aucun qui soit suffisamment majeur pour être mentionné. Alors, on vient de parler de l'art contemporain, mais il y a en ce moment un autre sujet artistique qui concerne le Bénin, c'est le sujet de la restitution des œuvres d'art. Euh, il y a eu à ce propos je cherche un mot aimable, des variations du gouvernement français, il y en a eu aussi d'ailleurs du gouvernement béninois, on en parlera tout à l'heure, mais dans un premier temps, euh, ces œuvres dahoméennes, puisque le Dahomey était le Bénin, euh, pour lesquelles le gouvernement béninois avait demandé la restitution, ça a d'abord été refusé par Jean-Marc Ayrault à propos, en mettant en avant le caractère inaliénable de ces œuvres et le fait que la France ne souhaitait pas qu'on parle de pillage, ne souhaitait pas non plus créer des précédents qui auraient pu inciter d'autres demandes, d'autres restitutions. Et puis, l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, à Ouagadougou, a annoncé en 2017 qu'il souhaitait que les conditions soient réunies, je cite, pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. En 2018, il a demandé un rapport à Bénédicte Savoy et à Felwine Essar sur la restitution, et ce rapport ayant été remis en septembre 2018, Emmanuel Macron a annoncé la restitution de 26 œuvres au Bénin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces œuvres et quelle est leur importance pour le Bénin? Alors, ces œuvres, elles ont comme point commun d'avoir été rapportées par le général Dodds, qui a mené la conquête coloniale entre 1890 et 1892. Donc, c'est des œuvres qui ont été rapportées par ce général. Et leur point commun, c'est d'avoir été trouvées dans les palais royaux d'Abomey. Donc, certaines pièces sont absolument majeures. Il s'agit notamment des portes du palais royal. Il s'agit des statues anthropomorphes et zoomorphes qui représentent les symboles des rois du Dahomey. Et il y a aussi des assins qui sont des sortes d'autels portatifs qui parlent de nos ancêtres, et un cataclé qui est un tabouret tripode destiné au roi. Donc ça, c'est des œuvres tout à fait majeures. Et après, il y a un ensemble de choses un peu plus mineures. Il y a un sac en cuir, une tunique en coton, un pantalon de coton. Enfin, il y a des petites choses un peu moins intéressantes. Mais voilà, c'est les régalias d'Abomey qui ont comme point commun le général Dodds, et c'est parce qu'il a fait cette donation que l'ensemble est reconnu comme un ensemble d'œuvres qui sont pillées de façon assez précise en 1892. Comment sont connues ces disparitions de ces œuvres? Comment sont-elles connues au Bénin? Je veux dire, comment sont-elles connues et ressenties? Est-ce que c'est quelque chose comme la restitution des frises du Parthénon dont on ne cesse de parler en Grèce, ou bien c'est quelque chose qui ne faisait pas partie des sujets de préoccupation, de conversation, de débat?
Alors non, c'est un sujet qui est beaucoup moins caricatural que ce qu'on peut, en lire, en voir dans les médias. Par exemple, ces œuvres, elles sont en grande partie revenues en 2006 quand on a fait l'exposition, Béhanzin, roi d'Abomey, en partenariat avec le Quai Branly. Le Quai Branly, pour la première fois, prêtait une trentaine d'œuvres, originaires d'un pays africain à un pays africain. Donc en l'occurrence le Dahomey Bénin. Et les gens ont vu les collections, ont été absolument enthousiastes à l'idée de pouvoir enfin voir ces œuvres de près, puisque il y a beaucoup de choses qui sont parties et donc ces œuvres n'avaient évidemment pas été vues. Les enfants ne sachant même pas ce qu'est une récade, des enfants de collège ou d'école primaire n'ayant jamais entendu parler d'une récade, la récade étant une forme de sceptre, c'est une sorte de bâton de commandement du roi qui peut être donné à un messager et porter le message du roi. Euh, voilà, personne n'en avait jamais entendu parler. Les adultes se rappelaient avoir un peu vu ça ou entendu parler de ça, mais les enfants n'avaient même pas conscience que ça pouvait exister. Donc c'était une exposition fondamentale. Et la chose intéressante, c'est que les gens ont tous posé la question en disant mais pourquoi ça repart mais c'était pas, voilà, personne s'est enchaîné au gré du musée, personne. Mais les gens disaient, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre que ça reparte? Est-ce que c'est pas notre histoire et est-ce qu'on ne devrait pas y avoir accès tout le temps? Enfin bon, voilà. Après, on a dit, bah écoutez, nous, on a reçu un prêt de la France, les objets sont inaliénables, donc voilà, la France ayant gagné la guerre coloniale, et ben ils ont récupéré les objets. Bon, tout le monde nous a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas demander quand même si on peut les récupérer une fois de temps en temps, les remontrer. Enfin, donc, c'était fait sans animosité aucune, mais la question était évidemment omniprésente. La question était omniprésente. De la même manière que quand vous allez au musée d'Abomey et que vous voyez toutes les copies de toutes les régalias, vous vous posez la question aussi, pourquoi est-ce que quand je vais à Beaumet, je n'ai aucune trace du pouvoir royal autre que des copies qui ont été faites au début du XXe siècle? Donc c'est un sujet qui existe évidemment. C'est pas les frises du Parthénon non plus, on n'en parle pas tous les 4 matins, mais depuis la demande du gouvernement béninois et la réaction du président Macron à Ouagadougou, c'est un sujet assez central de débat. Alors, cette réaction du président Macron, elle s'est aussi traduite par une loi sur la restitution de ces objets d'art. C'est une loi assez récente, une loi de décembre de l'année dernière, qui a été promulguée. Et on pourrait avoir l'impression que le gouvernement béninois n'est pas trop pressé de voir cette loi traduite dans les faits. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a deux façons de présenter les choses. On pourrait dire que la France a fait un geste d'une portée historique et que le Bénin est en train de se préparer de façon sérieuse à la réception des objets. C'est-à-dire que la France, pour la première fois, a accepté un transfert de propriété de collections qui sont normalement inaliénables vers un pays anciennement colonisé. Donc ça, c'est absolument majeur. Et le Bénin se prépare au mieux, c'est-à-dire ne veut pas recevoir les objets dans les musées qui sont actuellement en mauvais état et donc prépare un musée tout à fait spectaculaire. Après, évidemment, on peut aussi considérer que le président Macron s'est donné 5 ans pour que l'Afrique réaccède à son patrimoine. Et donc, il a décidé de renvoyer 27 objets. Et on peut considérer que le Bénin, qui avait dit en 2016 merci de nous envoyer les régalias et on aimerait les avoir immédiatement, on pourrait se demander pourquoi ils se sont préparés pendant les 4 dernières années où ils avaient largement le temps de créer des musées. Ça, voilà, il y a toujours deux versants dans les choses, deux versants dans l'histoire. Et voilà, donc le Bénin a demandé du temps, a dit qu'il ne pourrait pas accepter les œuvres avant le troisième trimestre 2021, ce qui nous semblait fou en 2019, ça nous semblait très loin et tout ça. Mais en même temps, on y arrive et objectivement, il y a eu un premier mouvement puisque le musée de Ouida a été rénové et en ce moment, au moment où nous parlons, une salle d'exposition est en train d'être entièrement préparée pour accueillir les œuvres qui viendront. Donc, on est sur le bon chemin. C'est pas grave si les choses prennent un peu de temps, sont pas tout à fait faites comme on aimerait qu'elles soient faites. On est sur le bon chemin et la France est sur le bon chemin et le Bénin est sur le bon chemin. Et ça, c'est Bon, rassurant. ça pourrait être une conclusion, mais je préférerais en conclusion que vous nous disiez ce que vous préparez, qu'on en revienne donc à l'art contemporain, et que vous nous disiez ce que vous préparez, quelles sont les expositions, ou quelle est en tout cas la prochaine exposition que vous préparez.
Alors, ce qu'on prépare, c'est le lancement des Archives du présent. Les Archives du présent, c'est pas une exposition, mais c'est lié aux expositions, puisqu'il s'agit de livres qui seront une sorte de trace et d'entretien avec les artistes qui viennent en résidence à la Fondation. Parce qu'on a un petit défaut d'édition sur le continent africain. On n'a pas beaucoup d'éditions artistiques qui viennent de chez nous pour raconter ce qui se passe chez nous maintenant. Et donc, voilà, on a commencé ce travail d'entretien avec les artistes et on voudrait avoir la parole de l'artiste dans un temps T et qu'on pourrait reprendre dans 10 ans, 15 ans, dans l'idée de montrer l'évolution et tout ce qui se passe. Parce qu'on est en train de vivre un moment extraordinaire. On est en train de vivre voilà, un moment historique. On est en plein développement, on a des échanges avec le monde entier. Les artistes travaillent énormément sur leurs origines, qui ils sont. Donc pour le public, c'est formidable. Et il faut documenter tout ça. Donc on fait ça, on lance les archives du présent dans 2 mois. Et puis on reçoit Aïcha Snoussi, une jeune artiste tunisienne dont vous n'avez pas encore entendu parler, mais ça ne devrait pas tarder puisque nous ouvrirons son exposition le 15 novembre. Et je pense que dans la foulée, elle exposera au Palais de Tokyo à Paris. Et dès cet été, elle sera à Montpellier où nous ouvrirons l'exposition de notre collection qui aura lieu pendant tout le mois de juillet, d'août et de septembre. On présentera 150 œuvres de la collection pour raconter la collection aujourd'hui. Merci Marie-Cécile Zinsou et rendez-vous à Montpellier en juillet, en août et en septembre. Merci.